1. Bienvenue sur le live du MOOC Wine and Wine. On est du coup au 3e live et celui-ci est consacré à l'œnologie. Pour répondre à toutes vos questions, elles sont nombreuses aujourd'hui, on a 2 invités, du coup Aude Vernet et Laetitia Mouls, toutes les deux qui travaillent et qui sont enseignantes à Montpellier Supagro. Bienvenue à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour à tous. Bonjour, effectivement. Commençons du coup par une première question. C'est plus une demande sur les 2 types de fermentation. Je m'adresse à toi Laetitia et je te lis la question. Pouvez-vous préciser l'enchaînement dans le temps de la fermentation alcoolique et de la fermentation malolactique? Est-ce qu'elles ont lieu en même temps? Est-ce qu'elles ont lieu en différé? Et si je me souviens bien, est-ce que pour le vin rouge, est-ce que la fermentation malolactique a lieu après le pressage ou le pressurage? Pressurage. Bonjour. Donc, la fermentation alcoolique est une fermentation qui permet de transformer les sucres en alcool. Donc, elle est réalisée par les levures. Et ensuite, on peut choisir de procéder à une fermentation malolactique. Son but, c'est de réduire l'acidité des vins parce qu'en fait, cette fermentation qui est faite par les bactéries permet de transformer l'acide malique en acide lactique. Donc, en général, on procède à la fermentation malolactique à la suite de la fermentation alcoolique, mais on peut parfois la trouver, elle peut être réalisée parfois en même temps. Mais cependant, lorsque les bactéries sont en présence de sucre, donc durant la fermentation alcoolique, il reste encore des sucres. Le problème, c'est que ces bactéries peuvent utiliser ces sucres et à ce moment-là, il y a un développement, donc une augmentation de l'acidité avec possibilité de piqûre lactique. Donc, il est préférable de procéder à une fermentation lactique une fois que la fermentation alcoolique sera terminée et donc que le contenu en sucre sera épuisé. D'accord, donc pour des raisons de milieu, il vaut mieux faire l'une puis l'autre. Ok. Des questions sur la vinification, Aude. Dans le chapitre sur la vinification en rouge, on parle de 2 techniques de vinification. Une sur les grappes entières et l'autre après un égrappage, foulage. Est-ce que ces 2 méthodes produisent des vins identiques? Et on a une question, je pense, qui est directement une question pratique, puisqu'il y a quelqu'un qui envisage de faire un foulage intégral avec des baies entières. Une FA. Une fermentation alcoolique intégrale sur des baies entières avec du merlot, non éclaté directement en barrique. Et qu'est-ce qu'elle doit prévoir en particulier par rapport à une fermentation intégrale plus classique? On répond alors. Je reprends. Ouais, alors la première. Non, on mais c'est bon. la première question et on verra le cas pratique après. Je retenu la première question. Donc, en fait, en cuvée des grappes entières par rapport à des baies foulées et grappées, la différence, ça va être au niveau de la rapidité à laquelle on va récupérer du jus, à laquelle le jus va s'écouler et donc à laquelle on va avoir dans le milieu du mou pour démarrer la fermentation. Mais ça va se produire quand même assez rapidement avec des grappes entières aussi. La grosse différence donc vient de ce qu'on en fait, on en cuve également les rafles. Donc ces rafles ne présentent pas nécessairement un intérêt, elles peuvent présenter un intérêt parce qu'elles sont riches en tanins. Et donc leur intérêt est, à partir du moment où elles sont bien lignifiées et qu'elles n'apportent pas de risque de saveur herbacée, leur intérêt est de permettre d'enrichir en tanins dans le cas de variétés, donc de variétés de raisins, pour lesquelles les baies sont en fait présentent des déficits en tanins. Et donc ces tanins ensuite permettent de stabiliser la couleur, d'apporter des caractéristiques organoleptiques effectivement différentes en termes de perception en bouche des vins. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un choix qui est fait année après année, juste au moment de la vinification, ou est-ce qu'on sait Non, certaines variétés, on a tendance à vinifier en vendange entière. Et effectivement, en fonction des rafles, si celles-ci sont très peu lignifiées, bon, on va ou pas en mettre, on raisonne aussi par rapport aux rafles. D'accord. Voilà. Alors, la seconde question, alors, c'était plutôt de savoir... un cas pratique, je pense, puisqu'il y a quelqu'un qui envisageait de faire une fermentation alcoolique intégrale avec des baies entières, non éclatées, directement en barrique. Que dois-je prévoir en particulier par rapport à une fermentation intégrale plus classique pour moi, et grappée foulée? D'accord. Le problème d'encuver ou de mettre en barrique, dans ce cas-là, des baies entières, ça va être que les baies
pareil, les baies en fait s'écrasent sous le poids de la vendange dans une cuve si elles ne sont ni foulées ni grappées à la base. Et donc en barrique, le poids va rester limité puisque la hauteur de vendange va rester limitée. Et le très gros risque, à mon avis, c'est de se retrouver avec des baies entières en fin de fermentation. Et qui dit baies entières en fin de fermentation alcoolique, dit fermentation alcoolique incomplète justement, donc sucre résiduel. Et risque d'arrêt de fermentation avec des sucres résiduels et de piqûres lactiques. Après, je ne comprends pas très bien qu'est-ce que ça peut apporter. Ça va limiter l'extraction des composés phénoliques qui se fait quand même par contact entre les parties solides et les phases liquides. Donc, je ne suis pas sûr que ça apporte un plus. Et par contre, il est évident que ça peut introduire des risques en termes de fermentation alcoolique, fin de fermentation alcoolique non maîtrisée. Ok, merci. On va passer à la vinif en blanc cette fois-ci et je me retourne vers toi Laetitia, mais si vous voulez vous compléter, n'hésitez surtout pas. Alors, la question au départ était que devient le mou du vin blanc lors du pressurage. On s'est dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc on a transformé le mou en marc. Peut-être déjà, est-ce que tu peux nous rappeler la différence entre le mou en marc et le marc, pardon. Alors, lors d'une vinification en blanc, donc quand la vendange arrive, on va procéder à un pressurage qui permet de récupérer le jus, donc le jus c'est le mou, et de séparer donc du jus les parties solides que sont la pellicule et les pépins. Donc là, on a le marc. Donc le marc est enlevé et le jus est vinifié. On va procéder sur le mou en fait à la fermentation alcoolique pour transformer le mou en vin. Et est-ce qu'on peut faire quelque chose de ce marc? Alors, le marc, on peut le valoriser. Donc, il est en général apporté dans les distilleries. Pardon, excusez-moi. Donc, on peut le laver pour éliminer, donc récupérer les sucres. Mais également, dans la pellicule et dans les pépins, il y a des composés d'intérêt, notamment les polyphénols, donc qui peuvent être extraits. Donc on peut s'en servir dans l'industrie agroalimentaire, mais également dans l'industrie pharmaceutique. Et dans les pépins, en plus d'avoir, donc on a des tanins, on a également des hautes teneurs en lipides. Donc on peut récupérer ces pépins pour en extraire les tanins et récupérer aussi l'huile. Voilà, donc on peut valoriser le marc de différentes façons. D'accord. Alors, on a bien vu qu'il y avait effectivement une vinification en rouge et une vinification en blanc qui se faisaient de façon différente. Et il y a une question sur la comparaison justement sur est-ce qu'on utilise les mêmes pressoirs, les mêmes outils pour faire de la vinif en rouge ou en blanc? Et est-ce que aussi la presse a la même pression quand on traite pour faire le vin rouge ou le vin blanc? Oui, on va pouvoir utiliser le même type de pressoir. Donc, un des pressoirs qui est assez couramment utilisé dans la vinification en blanc pour le pressurage, c'est les pressoirs pneumatiques. Et c'est des pressoirs qualitatifs parce qu'ils permettent d'avoir un programme de pressurage. Donc, on peut avoir une pression de plus en plus élevée, donc commencer assez bas, afin d'extraire un mou de qualité. Donc, plus on va augmenter la pression, plus on va extraire des composés qui peuvent avoir des notes négatives. Donc, en général, en blanc, on va séparer les premières presses des dernières presses. Bon. Donc, on utilise ces pressoirs pneumatiques. En plus, on peut travailler sous atmosphère inerte, donc pour le protéger contre les oxydations. Quand on vinifie en rouge, le pressurage s'effectue donc après la fermentation alcoolique. Il est utile en fait pour séparer les parties liquides du vin. Donc là, le programme de pressurage, en général, il n'y a pas besoin de commencer à des pressions relativement basses. Il s'agit d'arriver à extraire tout le vin. Bien sûr, il faut faire des montées en pression pour ne pas colmater. Donc là, après, c'est un peu l'expérience et le type de produit qui va déterminer le programme. Mais on peut utiliser exactement le même type de pression. Et le principe est le même dans les deux. Et le principe est le même. Ok. Donc on a essayé de reclasser les questions à peu près dans l'ordre, donc maintenant on va passer plutôt au traitement. Il y a une question haute sur la flash pasteurisation. Appliquée au vin, peut-elle réduire, voire remplacer l'utilisation du SO2 ? Non, très clairement non. En fait, la flash pasteurisation, c'est une technique qui va permettre de détruire les micro-organismes résiduels dans les vins par l'action de la chaleur. Donc ça va permettre
stabiliser le vin d'un point de vue microbiologique. Donc en ce sens, ça va permettre peut-être éventuellement, suivant les vins, de limiter les doses de SO2, puisque ça va en fait, le SO2 est utilisé pour son activité antimicrobienne. Par contre, en revanche, ça ne va pas absolument pas remplacer le SO2 en tant qu'antioxydant. Le SO2 est également utilisé comme antioxydant, et donc ça peut permettre éventuellement de réduire si les vins sont peu sensibles à l'oxydation. Les vins rouges notamment demandent moins de SO2 que les vins blancs, mais ce n'est pas une alternative complète au SO2. Ça remplace une partie, mais pas la totalité de La flash pasteurisation, comme la filtration stérilisante sur membrane, c'est la même chose. En enlevant les risques microbiens, permettent de stabiliser le vin d'un point de vue microbiologique. En ce sens, on n'a plus forcément besoin, on n'a plus besoin de SO2. Mais le SO2, c'est pas son seul rôle. Voilà. Donc c'est la flash pasteurisation et la filtration. Ou la filtration. Voilà, c'est là où il y a le choix. C'est l'un ou l'autre. D'accord. L'un ou l'autre. Ok. Il y a des alternatives au traitement par le dioxyde de soufre, on nous demande ? Il y a beaucoup d'études qui sont faites actuellement. Alors, comme on l'a dit pour les micro-organismes, ben oui, pour les micro-organismes, il y en a. Pour tout ce qui est de l'oxydation, il y a des études visant à trouver des solutions, des molécules alternatives, antioxydantales aussi, forcément. Et par contre, pour l'instant, on n'a rien trouvé qui soit équivalent au SO2 sur l'ensemble de l'itinéraire technologique. Voilà. Après, mais il n'y a rien de validé dans ce sens. Il y a des choses qui sont validées, mais à certains stades de la vinification, pas forcément sur la... Pour certains types de risques, mais pas forcément pour l'ensemble des risques liés aux oxydations. Okay. Mais ça viendra sans doute, mais pour l'instant, non. On a beaucoup de questions sur le SO2, et entre autres parce que les gens se demandent quelles sont qu'est-ce qui reste après dans le vin. Est-ce que c'est aussi ça le dioxyde de soufre est responsable des maux de tête ? Est-ce que, il y a une interrogation un peu sur ce sujet. Donc je pense que c'est pour ça qu'on cherche des alternatives. Mais oui, sans doute, oui, c'est ce qui se dit, mais voilà. Est-ce que c'est le dioxyde de soufre ou l'alcool ? Je ne sais pas. Non, mais franchement, j'en sais rien. Le dioxyde de soufre est toxique par inhalation. C'est-à-dire les vapeurs. Quand on manipule du dioxyde de soufre, c'est très rapidement très désagréable, voire irrespirable dans l'atmosphère. La toxicité du soufre par ingestion, aux doses où... Elle est utilisée en œnologie, pas franchement. Après, les maux de tête, c'est très dépendant du sujet et de gens qui ont des sensibilités spécifiques par rapport à ces molécules. D'accord. Et une question plus générale sur les traitements, c'est aussi les traitements qu'on met sur la vigne. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui restent après ? Est-ce qu'il y a beaucoup de résidus dans le vin ? Et est-ce que toutes les opérations de filtration, etc., permettent d'enlever les molécules qu'on a pu appliquer lors des traitements de la vigne du développement de la baie ? Alors, ces résidus de traitement phytosanitaire, il y a des études là aussi sur ces molécules et leur rémanence éventuelle au cours de la vinification. Bon, il n'y en a pas beaucoup, ça c'est sûr, parce que ce sont quand même des molécules qui sont très hydrophobes le plus souvent, donc peu solubles, donc qui restent quand même, quand il y en a encore, associés au marc. Et ensuite, pour les éliminer, en fait, on n'utilise pas la filtration. La filtration seule ne permet pas forcément de beaucoup les éliminer. Ce sont des molécules, comme j'ai dit, hydrophobes. Donc, en fait, on va les fixer. Elles vont être fixées par des traitements de bentonite, par des traitements par des fibres. Elles sont absorbées, en fait. On arrive à en enlever, quoi. Ah, on les enlève, oui. On arrive à les enlever, oui. Super. Alors, on a fait le rappel sur les différentes fermentations, on a vu après les vinifications en blanc, en rouge, les traitements. Et maintenant, il y a une question sur, une fois que ça y est, notre vin est en bouteille, quel est l'impact de la lumière ? Donc, on a la question, le sujet de la dégradation de la lumière n'apparaît pas. Les bouteilles de vin rouge, susceptibles d'être conservées, sont très souvent vert foncé. Je pensais que le vin devait être protégé des photons pour conserver ses qualités. Est-ce vrai ou faux ? Et si c'est vrai, quelles réactions chimiques sont en jeu ? D'accord. Oui, tout à fait. Donc, la couleur des bouteilles est verte, oui, pour protéger donc, le produit de la lumière. Dans le vin, on a beaucoup de composés et certains peuvent réagir sous l'action de la lumière et donner des produits
relativement négatif pour la qualité des vins. Donc parmi les réactions identifiées, alors il faut savoir qu'il y a certainement beaucoup de réactions qui ont lieu, mais il y en a certaines qu'on a pu identifier, notamment les réactions avec un acide aminé, la méthionine, qui est un groupement CH3S, donc un thioéther, un méthylthioéther. Donc la méthionine, sous l'action de la lumière, va se dégrader. Et son produit de dégradation, alors il y a plusieurs étapes dans la réaction, mais son produit de dégradation donc, est le méthanthiol. Méthanthiol qui est une molécule connue pour donner des notes de choux bouillis au vin. Donc quelque chose qui est assez négatif et déconseillé. Donc c'est pour ça que oui, on essaye de protéger un maximum les vins de la lumière grâce à ces bouteilles notamment de couleur verte. Et la cave, pour que ça soit dans le noir, et température aussi qui varie pas trop. Il y a ce qu'on appelle un défaut, c'est le goût de lumière, et qu'on va retrouver beaucoup dans les vins effervescents notamment. C'est un problème de certains vins effervescents, des champagnes. Des champagnes, par exemple le champagne rosé qui va avoir une bouteille qui est, elle, pour voir la couleur transparente. Donc là, il y a des alternatives. Hein. On peut voir, il y a des coffrets. Il y a des protections. C'est-à-dire qu'on a fait une bouteille transparente pour le côté marketing et qu'on voit le produit. Mais le problème, parce qu'on peut l'isoler au maximum, mais quand la bouteille va arriver chez le caviste ou sur les rayons, forcément, il va être exposé à la lumière. Là, il peut y avoir ce problème de goût de lumière. D'accord. Qui est assez important. Donc si on est adepte du champagne rosé, il vaut mieux l'acheter dans un coffret fermé. Ou une bouteille verte. Ou une bouteille verte, s'il y a. Ok. Des questions cette fois-ci sur l'élevage et la conservation. Alors, est-ce que l'élevage de vin en amphore est encore une pratique actuelle ? Alors, je ne sais pas si déjà, est-ce que c'est de l'élevage ou est-ce que c'est du transport quand on l'élevage, l'objectif de l'élevage, c'est de favoriser des évolutions dans les vins et notamment de la dissolution lente d'oxygène. On en a un peu parlé pour les chênes, pour les barriques. On va en parler pour les barriques. On en a parlé en anglais, mais on va en parler en français. J'ai fait une confusion. Donc, nous allons en parler pour les barriques. En amphore, je pense que d'abord, c'est des contenus qui ne sont pas très pratiques en termes de gain de place. Hein. Et en amphore, je pense qu'on maîtrise mal justement ce transfert d'oxygène. Donc, les amphores ont été utilisés plutôt pour la conservation et le transport des vins autrefois, plutôt que pour l'élevage. Et je pense que si elles ont été abandonnées au profit d'autres contenants, c'est que les autres contenants sont quand même beaucoup plus sûrs, plus pratiques et puis surtout plus sûrs. D'accord. Mais effectivement, du coup, sur la lumière, l'amphore, elle ne laissait pas passer la lumière. Donc ça veut elle ne laisse pas passer la lumière. Il y avait déjà des choses de trouver. Je pense que ça se conserve mieux dans les bouteilles de verre. Les bouteilles de verre. Une autre question, cette fois-ci plus sur l'élevage, qui dit qu'on a parlé que de l'élevage en barrique de chêne français. Alors je pense que ça a été dit effectivement dans le module sur l'élevage des vins blancs de Bourgogne, donc peut-être que ça là oui. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'on parlait du chêne français. Oui. Mais effectivement, il existe d'autres chênes, dont le chêne américain. Et donc on nous demande quelles sont les différences et quels sont les critères retenus pour l'élevage au niveau du bois choisi pour faire les tonneaux. Bon, mais peu importe, on peut répondre toutes les deux. En fait, les critères qui sont retenus, le chêne, ça c'est clair, oui. Et il y a une différence entre le chêne français et le chêne américain ? Oui, en fait, en fonction des variétés, il peut y avoir des différences, notamment dans la richesse en élagitana et en composés aromatiques et dans les types de composés qui vont être apportés par le chêne, par le bois au vin. Après, il y a la variété, mais il y a aussi un énorme impact de tout ce qui sont les techniques de chauffe des barriques qui vont en fait générer... qui vont modifier le bois et du coup... Modifier le bois, sa porosité, et modifier les arômes. Certains de ces arômes sont formés au cours des opérations de chauffe. Voilà. D'accord. À partir en fait des composés présents. Et est-ce qu'il y a des arômes spécifiques au chêne français ou au chêne américain ? Oui, dans le chêne américain, on aura des notes plus de noix de coco, d'arômes de noix de coco, que dans les chênes français. C'est des notes aromatiques qui sont quand même beaucoup plus prononcées. Donc en général, quand on va utiliser du chêne américain, on ne va pas utiliser que du chêne américain. Ça sera après pour un assemblage, pour apporter une touche supplémentaire. D'accord. Mais en général, on vinifie dans une majorité de chênes français.
avec différentes chauffes, comme Aude vous le disiez, pour permettre l'extraction de certains arômes. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'on peut utiliser d'autres bois que le chêne. On peut utiliser le châtaignier. Bon, c'est des choses qui sont faites pareil. Hein. C'est sur quelques barriques et pour après avoir un assemblage qui va être très riche et avoir un vin plus complexe. D'accord. Donc là, on parle du bois qui est choisi pour fabriquer la barrique. Oui. J'en profite pour poser ma propre question. Il paraît que des fois, on peut rajouter aussi des copeaux de bois dans le vin. Oui. Donc c'est pareil, on utilise aussi du chêne ou aussi... Oui. C'est le même principe, sauf qu'on n'aura pas, pour l'extraction des composés, sauf qu'on n'aura pas le transfert d'oxygène qui est associé à l'élevage en barrique. Voilà. D'accord. Donc dans ces cas-là, il faut pallier à ça, Ouais. Mhm. Il y a des techniques. si nécessaire, par des techniques de micro-oxygénation qui reproduisent en cuve L'effet tonneau. l'effet de la barrique. Ok. Voilà. D'accord. Il nous reste un petit peu de temps, alors je propose qu'on passe à d'autres questions. Vous dites qu'il faut décanter les vieux millésimes. Or, j'avais lu qu'il fallait éviter cela pour ne pas brusquer ces vieux vins et ne pas les fragiliser. Qu'en pensez-vous ? Je te laisse répondre. Oui, donc au niveau des vieux millésimes, alors le fait de procéder à une décantation permet de séparer donc, le dépôt qu'on va avoir au fond de la bouteille, donc avoir un vin sans dépôt dans le verre. Donc ça, c'est le premier objectif. Cependant, en général, on procède donc on le carafe, on met une carafe, donc il y a forcément un apport d'oxygène qui a lieu. Donc cet apport peut être intéressant parce que pour des vins qui ont été à l'abri de l'oxygène pendant plusieurs années sur les anciens millésimes, il y a des notes de réduit qui peuvent apparaître, donc ça permet d'aérer le vin. Par contre, là où ça peut être problématique, c'est pour les vins qui n'ont pas une teneur en tanin suffisante pour pouvoir en fait absorber. Contrebalancer cet apport en oxygène qui est quand même assez important. Donc je pense que carafer c'est bien sur des vins donc, qui ont une bonne consistance tannique, qui sont assez opulents et qui ont un dépôt qui est assez gênant à la dégustation parce qu'avoir des particules c'est quand même assez négatif d'un point de vue appréciation, sensoriel. Voilà. D'accord. Donc sur des vins qui sont moins tanniques, est-ce que c'est juste faire attention quand on verse le vin, aller doucement pour essayer de à ce moment-là, il vaut agiter, et sans carafer. En espérant qu'il n'y ait pas des notes de réduit. Parce que là, à ce moment-là aussi, mais bon, une note de réduit, en la versant dans un verre, on le laisse un petit peu dans le verre et ça permet... Ça s'aère juste dans le verre et c'est suffisant. D'être éliminé. Ok. Alors une question peut-être qui est un peu polémique, je ne sais pas, on va voir vos réactions. Comment décrire les effets du terroir sur les arômes du vin ? Et quels sont ces effets ? Est-ce que c'est clairement identifié ? Laetitia, tu te lances ? Donc, il y a eu beaucoup d'études sur cette question, parce que c'est une question quand même qui intéresse beaucoup de personnes. Donc, c'est vrai que d'un point de vue empirique, il y a des terroirs dont on sait que tel cépage s'implante mieux, produit un vin de qualité intéressante. Après, à l'heure actuelle, on n'a pas avancé dans la recherche pour être sûr en fait, de l'impact réel. Mais c'est vrai que le terroir, c'est quoi ? C'est un sol, c'est un climat, c'est un ensoleillement. Forcément, ça va avoir un impact sur la vendange, la maturité des raisins et donc toute la synthèse des molécules intérieures. C'est évident que ça a un impact. Mais à l'heure actuelle, on ne sait pas... Voilà, on ne sait pas faire le lien de façon scientifique. Voilà. Voilà. Tel élément impacte exactement sur ça. Voilà. Ça on n'arrive pas à comme dit Laetitia, parce que c'est un tout. Et, tous ces composés, arômes, composés phénoliques sont issus de métabolites secondaires dans la baie de raisin, dont on sait que la synthèse est impactée par les conditions pédoclimatiques. Voilà. Et donc, aussi la pratique culturelle aussi. Tout ça, en fait. Mais il y a aussi l'homme. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu que... Voilà. Après, faire un lien... Enfin, direct. Il y a un lien, mais comment décrire ces effets Un lien facile, non, pas pour l'instant. C'est pas possible. Non, je ne pense pas. La question suivante, quelqu'un nous parle des réactions de Maillard. Alors moi, j'en avais pas entendu parler, je ne pense pas qu'on l'aborde dans le MOOC, mais vous allez pouvoir nous dire un mot peut-être. Sont-elles dangereuses en tout cas dans le vin ? En fait, on ne les aborde pas pour la simple et bonne raison que ces réactions de Maillard sont liées à des réactions entre des acides aminés et des sucres, à la chaleur, qui se développent en plus à la chaleur. Donc déjà, on n'a pas de
enfin, on chauffe généralement pas ni les moules ni les vins, sauf exception. Et quand on le fait dans les vins, de toute façon, il n'y a plus de sucre résiduel, ou très peu. Donc finalement, c'est pas un sujet qui... Enfin, c'est pas un vrai problème en œnologie, en fait. Voilà. C'est pas un... Et quand on chauffe, c'est toujours des temps très très courts. On fait de la flash. On fait pas des chauffages longs. Donc, c'est un problème qui n'est pas vraiment présent en œnologie. Par contre, aussi à ne pas confondre, parce que la réaction de Maillard donne en fait... entraîne la formation de pigments bruns. En œnologie, les pigments bruns, c'est en fait des problèmes d'oxydation avec les polyphénols. Donc là, c'est deux phénomènes, c'est pas la réaction de Maillard, c'est des réactions d'oxydation. À la fin, ça fait la même chose en couleur. Un pigment. Okay. Pas en goût. Pas en goût, non. C'est pas du caramel. Le vin est-il à l'origine de maladies alimentaires, on nous demande, et je suppose que l'ochratoxine A et l'histamine peuvent être comptées comme des maladies. Ce sont des toxines, c'est pas... Ah, bah je lis. Pardon. Pas de souci. Donc ce ne sont pas des maladies qui ne sont pas dues au vin. Non, ce sont des toxines qui peuvent être éventuellement apportées, mais non, ce ne sont pas des maladies alimentaires. Donc c'est des toxines qui peuvent être apportées par le vin. Par les aliments. D'accord. Pas que le vin. En général. Ok. Et est-ce que le vin peut être à l'origine d'autres maladies ? À part, évidemment, l'alcoolisme, qui est quand même pas des moindres, mais voilà. Pas que je sache, il y a peu de micro-organismes pathogènes dans les vins, il y a peu de graisse, il y a peu de... Non, ouais. Ça ne transmet pas de maladie directement, quoi. C'est pas vecteur, ok. Enfin, pas que je sache. Je propose une dernière question sur les nouvelles technologies dans les procédés de vinification. Ont-elles un avenir ? Il y en a déjà beaucoup d'utilisés, donc c'est pas un avenir, c'est une actualité. Ça dépend de quelle technologie on parle. Tu peux nous donner un exemple peut-être de ce qui est utilisé actuellement en termes de nouvelles technologies ? On peut citer des nouvelles technologies comme l'électrodialyse pour la stabilisation tartrique des vins. J'essaie de penser à des choses dont on a parlé dans le MOOC. Ou alors l'électrodialyse à membrane bipolaire pour le contrôle du pH des vins, pour la maîtrise du pH et donc de l'acidité. Qu'est-ce que je peux penser d'autre ? On a parlé de la micro-oxygénation aussi, qui sont des techniques de diffusion très pointues, de contrôle du niveau de dissolution de l'oxygène pour mimer l'élevage en barrique. Donc ça veut dire qu'on continue à chercher des technologies de pointe pour avancer dans... Oui, et puis l'introduction de capteurs, de suivi en ligne, de capteurs pour les suivis en ligne des évolutions des produits en cours des fermentations, en cours d'élevage. Je pense que ce sont des choses sur lesquelles il y a déjà des nouveautés et qui continuent. Et c'est beaucoup pour les grosses maisons, où il y a aussi les petits vignerons qui s'en emparent au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que ça se démocratise, l'utilisation des nouvelles technologies ? Alors pour celles qu'on vient de citer, par exemple, ça peut se démocratiser dans la mesure où les petites structures ne vont pas forcément avoir accès à l'achat de matériel, mais peuvent par contre sous-traiter à des sociétés spécialisées le traitement de leur cuve, de leur... voilà. Ok. Bon, je crois qu'on arrive à la dernière question, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose l'une et l'autre. Un message à faire passer sur ce module. Bonne continuation, on peut dire. Bonne continuation, oui. Puisque demain, du coup, il y aura le nouveau module qui sera mis en ligne, donc sur la partie économie. Voilà, c'est peut-être malheureusement le dernier module. Donc voilà, courage pour ceux qui sont arrivés jusque-là. Vous avez tout notre soutien et puis un dernier live la semaine prochaine, même heure, même endroit. À très bientôt. Au revoir.